On croit parfois que pour un producteur, l'esclavage est la façon la plus efficace de s'enrichir. Rien de tel, dira-t-on, qu'une main-d'œuvre servile au tiers-monde pour réaliser d'immenses bénéfices. C'est l'un des arguments les plus courants utilisés par les altermondialistes pour dénoncer la délocalisation d'emplois. En réalité, les entreprises ne cherchent pas à tout prix la main-d'œuvre et la moins payée pour aller s'établir quelque part. Si c'était vrai, le centre mondial de production serait localisé au Nigeria. Ce que recherchent les entreprises, c'est de retirer autant que possible du capital qu'elles possèdent. La main-d'œuvre dans les pays pauvres est bon marché car elle n'est pas très qualifiée et utilise des machines moins efficientes. Ce qu'on constate, c'est que les grandes entreprises se développent aussi bien en Occident qu'au tiers-monde, car elles trouvent des avantages et des inconvénients dans toutes les parties du monde. Par ailleurs, toute considération morale mise à part, il n'est pas du tout économiquement rationnel de recourir à des esclaves. C'est ce qu'Adam Smith nous explique dans La richesse des nations. L'ouvrage fait par des esclaves, bien qu'il ne paraisse coûter que le prix de leur subsistance, est en réalité le plus cher de tous. Pourquoi ? Car un esclave ne peut rien acquérir pour lui-même. Quel est le seul intérêt d'une personne placée dans ces conditions ? Manger le plus possible et travailler le moins possible. Mais l'orgueil de l'homme fait qu'il aime à dominer et préfère ordinairement le service des esclaves à celui des hommes libres. C'est l'une des raisons qui explique que le Moyen-Âge fut un gâchis économique, nous dit Adam Smith. Les serfs étaient tous, ou presque tous, esclaves. Leur servitude était quelque peu adoucie par rapport à l'esclavage grec ou romain. Le maître ne pouvait les tuer ou les mutiler. Ils appartenaient à la terre et étaient vendus avec elle. Ils pouvaient se marier, rien ne leur appartenait, et la seule chose qu'ils pouvaient espérer était de gagner leur subsistance journalière. C'est aussi la raison pour laquelle les esclaves sont rarement inventifs. À supposer qu'ils le soient, les procédés trouvés par eux pour faciliter ou abréger le travail rendraient probablement leurs maîtres très soupçonneux. Ils y verraient sans doute une stratégie pour s'épargner de la peine et puniraient les inventeurs au lieu de les récompenser. Tous les procédés de nature à améliorer la production ont été inventés par des hommes libres. Le Moyen-Âge a été privé de tout insistant à susciter des inventions au sein de la population. Mais, nous dit Adam Smith, la raison principale du gâchis économique que représente le Moyen-Âge, c'est une institution féodale importante, la loi de primogéniture. Comment cette loi de primogéniture est-elle apparue ? Les citoyens romains considéraient leurs terres comme un moyen de subsistance et de jouissance, et ces dernières se partageaient entre tous les enfants d'une même famille. Mais après les invasions, on regarda les terres non plus exclusivement comme des moyens de subsistance, mais comme des moyens de puissance et de protection. La diviser c'eût été la détruire et l'exposer à être de toutes parts ravagée et engloutie par les incursions des voisins. Il fallait trouver une règle qui permette de conserver cette puissance tout entière dans les mains d'un seul héritier. Raison pour laquelle la loi de primogéniture ou succession de lignes s'établit graduellement dans toute l'Europe. Souvent, les lois subsistent longtemps après qu'ont disparu les circonstances qui lui donnèrent naissance. En Europe, affirme Adam Smith, le droit de primogéniture persista, alors même que le propriétaire d'un acre de terre était désormais aussi assuré de sa possession qu'un propriétaire de 100 000 acres. Plus rien ne justifie un droit qui, pour enrichir un des enfants, réduit les autres à la misère. Plus rien, si ce n'est, comme toujours, l'orgueil. Ainsi, de grandes étendues de terres incultes tombèrent dans les mains de quelques familles. Le problème, c'est qu'un grand propriétaire ne se préoccupe jamais d'améliorer ces terres, de les cultiver ou de les mettre en valeur. Il pense plutôt à asseoir son autorité, défendre son territoire ou conquérir celui du voisin. Améliorer un bien exige un capital dont il est le plus souvent dépourvu, vu que la dépense de sa personne ou de sa maison absorbe ou même surpasse son revenu. Cela nécessite aussi la plus grande attention sur les petits gains et les moindres épargnes. Depuis son plus jeune âge, un seigneur songe davantage à sa parure, son logement, son équipage, son ameublement. On comprend pourquoi ces grandes terres, restées sans interruption, propriété d'une famille depuis des siècles, soient dans un état qui tranche radicalement avec celui des petits propriétaires des environs. Ceci explique pourquoi, au Moyen-Âge, les terres n'étaient défrichées et exploitées que dans un cercle restreint ceinturant le château ou la place forte. Pour le reste, la forêt régnait en maître. Ce fut un véritable gaspillage des ressources, surtout à une période où les gens souffraient à ce point de la faim. Ce n'est que progressivement, lorsque les hommes gagnèrent leur liberté, d'abord dans les villes et ensuite dans les campagnes, qu'on put rationnellement cultiver au sein de la campagne de multiples petites propriétés agraires. Une dernière raison expliquant ce gâchis économique au Moyen-Âge, c'est la prédominance des pulsions belliqueuses. Non seulement les guerres intestines, mais aussi les croisades. On croit parfois que l'Europe s'est enrichie en pillant le Proche-Orient. Rien de plus faux selon Adam Smith. Les croisades ont été pour l'Europe l'une des frénésies les plus ruineuses qui soient et ont retardé les progrès de la majeure partie de ce continent. Mais évidemment, elles profitèrent néanmoins énormément
à la marine de villes de Venise, de Gênes et de Pise, qui assurèrent parfois le transport des hommes, mais surtout le transport des vivres, à fournir à ces grandes armées qui marchèrent à la conquête de la Terre Sainte. Le droit de propriété est le meilleur incitant pour s'enrichir et pour progresser. Au Moyen Âge, il n'était réservé qu'à une minorité de privilégiés. La propriété est également, comme le dit Hayek, le meilleur rempart que possède la population contre l'arbitraire du pouvoir. Je conclus en le citant. Notre génération a oublié que la meilleure garantie de la liberté est la propriété privée, non seulement pour ceux qui la possèdent, mais presque autant pour ceux qui n'en ont pas. C'est parce que la propriété des moyens de production est répartie entre un grand nombre d'hommes agissant séparément que personne n'a un pouvoir complet sur nous et que les individus peuvent agir à leur guise.